Bienvenue sur le podcast du site Média24 FR, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Aujourd'hui, on explore une avancée scientifique venue de Chine. Ça pourrait bien changer pas mal de choses pour l'hydrogène solaire. Des chercheurs là-bas ils ont pulvérisé un record mondial. Pour nous aider à y voir plus clair, notre spécialiste des sciences est avec nous. Bonjour. Oui, c'est une publication assez intéressante, effectivement. Alors, l'idée de produire de l'hydrogène juste avec du soleil et de l'eau, bon, c'est pas nouveau. Mais là, on parle d'un rendement record. 9,91% pour la conversion directe soleil-hydrogène. Et ce qui étonne un peu, c'est le matériau utilisé. Une fine couche de CZTS, cuivre, zinc, étain, soufre. Pas de platine, pas de terre rare. En quoi c'est si important ce choix de matériaux? Ah, ça, c'est un point fondamental. Parce que le platine, les terres rares, bon, ça marche bien, c'est très efficace, on le sait, mais c'est cher. Et puis, il y a toute la question de l'approvisionnement qui est complexe, disons, géopolitiquement. Oui, bien sûr. Le CZTS, lui, c'est tout l'inverse. Il est composé d'éléments qu'on trouve en abondance et qui coûtent pas cher. Le vrai défi jusqu'ici, c'était son rendement. Il plafonnait, autour de 8%. Pourquoi ça? À tous de défauts. Des défauts microscopiques dans sa structure qui, en gros, piégeaient les électrons produits par la lumière. Donc dépasser ce seuil des 8%, c'était pas juste gagner quelques points, c'était vraiment lever un verrou technologique. D'accord. Et comment ils ont fait alors pour lever ce verrou? Quelle est l'astuce? Ils ont mis au point une nouvelle technique de fabrication. Ils l'appellent Precursor Seed Layer Engineering. Pour simplifier, imaginez que vous posez une sorte de gabarit parfait avant de construire. Cette méthode, elle guide la formation des cristaux de CZTS pour qu'ils s'organisent beaucoup mieux, de manière plus ordonnée, et ce, dès la première couche. Ah oui, je vois. Donc moins de défauts, ça veut dire moins de pertes d'électrons, et hop, on arrive à ce rendement qui frôle les 10%. La force de l'approche, c'est vraiment ça. La simplicité et puis l'accessibilité des matériaux de base. C'est fascinant de voir comment une meilleure organisation à l'échelle microscopique peut avoir un impact pareil. Mais l'étude révèle un autre détail qui est presque incroyable. Ah bon? Lequel? L'expérience aurait fonctionné sans apport électrique extérieur, juste avec la lumière du soleil. Et tenez-vous bien, avec de l'eau de mer. Waouh! De l'eau de mer brute, non traitée. Utiliser l'eau salée directement comme ça semble un peu contre-intuitif, non? Qu'est-ce que ça change concrètement? Oui, ça c'est vraiment un point fort. Utiliser l'eau de mer sans avoir besoin de la dessaler avant, ça simplifierait énormément les choses. Parce que normalement, il faut de l'eau très pure. L'article explique que leur cellule, tandem, parce qu'elle combine le CZTS avec un autre matériau, le BiVO4, le vanadite de bismuth, qui lui est connu pour bien se comporter dans l'eau, eh bien cette cellule a réussi ce tour de force. Et ça ouvre des perspectives immenses pour une production d'hydrogène décentralisée. Décentralisé, c'est-à-dire? Concrètement, on pourrait imaginer cette technologie où? Alors, on parle d'un film très mince, quelques microns seulement. On pourrait imaginer le déposer sur toutes sortes de surfaces. Par exemple, des structures flottantes en mer, des bouées, peut-être même les parois de réservoirs près des côtes. Ah oui, directement là où il y a le soleil et l'eau de mer. Voilà, exactement. L'idée, c'est de produire l'hydrogène là où on a les deux ingrédients. Ce serait idéal pour des zones côtières isolées, pour des îles, des ports, des endroits qui cherchent une source d'énergie propre, silencieuse, continue et surtout indépendante des énergies fossiles, et avec un seul rejet, de l'oxygène. C'est prometteur. Les chercheurs insistent aussi sur une densité de courant élevée, 29,44 milliampères par centimètre carré. C'est un bon chiffre, ça indique une production d'hydrogène assez efficace par surface. Et la stabilité dans le temps semble aussi encourageante, même si ça, il faudra le confirmer à plus grande échelle, évidemment. Si on prend un peu de hauteur, cette avancée chinoise, elle s'inscrit dans un mouvement plus large, cette course à l'hydrogène vert. En France, par exemple, on a des objectifs ambitieux, 6,5 gigawatts d'électrolyseurs d'ici 2030. Il y a des milliards d'euros investis pour décarboner l'industrie lourde, l'acier, le ciment et puis les transports. Mais c'est tout un écosystème qu'il faut construire. Tout à fait. Le transport, le stockage, les normes. C'est un énorme chantier. Et le nerf de la guerre, ça reste le coût. L'hydrogène vert, celui produit par électrolyse classique avec de l'électricité renouvelable, aujourd'hui on est entre 4 et 10 euros le kilo. C'est encore cher. Beaucoup plus cher que l'hydrogène gris, celui fait à partir de gaz naturel. Oui, largement.
L'hydrogène gris est moins cher, mais il émet beaucoup de CO2. C'est tout le problème. J'ai vu. Parce que les prévisions, comme celle de Bloomberg NEF, elles ne voient pas de baisse vraiment significative avant 2050, c'est ça? C'est un peu la grande question. Pour l'instant, l'étude ne chiffre pas l'impact économique direct. On est encore au stade de la recherche fondamentale, du laboratoire, mais ce qui est intéressant, c'est que ça attaque le problème sous un angle différent. Ce n'est pas juste optimiser l'électrolyse qu'on connaît déjà. C'est développer une voie de production qui est intrinsèquement plus simple et qui utilise des ressources très abondantes. Alors, même si la parité économique avec l'hydrogène gris semble encore loin pour beaucoup, peut-être 2040 pour la Chine ou l'Inde, selon certaines analyses, parce qu'ils investissent massivement dans le renouvelable, ce type d'innovation sur les matériaux pourrait créer des sortes de raccourcis technologiques. Ça pourrait rendre la production locale d'hydrogène solaire plus accessible bien avant ce qu'on imagine. D'accord. Donc si on résume, on a ce record chinois avec un matériau simple et abondant, le CCTS. On a cette perspective très intéressante de produire de l'hydrogène directement depuis l'eau de mer non traitée. Tout ça s'inscrit dans les ambitions mondiales pour l'hydrogène, même si le défi du coût à grande échelle, lui, il reste entier pour l'instant. C'est exactement ça. Et ça nous laisse avec une question, finalement. Au-delà des grands plans industriels, des feuilles de route, quelles autres découvertes fondamentales, peut-être sur des matériaux auxquels on ne pense même pas aujourd'hui, pourraient émerger ? Des découvertes qui pourraient redessiner discrètement mais sûrement notre futur énergétique, en rendant le propre, plus simple, plus accessible, plus local. Une question passionnante pour l'avenir, en effet. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.